Janvier 1986. 73 secondes après son décollage, la navette spatiale Challenger explose en plein ciel. À son bord, 7 astronautes, dont Christa McAuliffe, une institutrice choisie pour devenir la première civile à voyager dans l'espace. Des millions de spectateurs, dont de nombreuses classes d'école connectées en direct, assistent impuissants à la scène. Personne ne survivra. L'enquête révélera plus tard que tout est parti d'un détail minuscule, un simple joint en caoutchouc défectueux dans l'un des propulseurs. Les ingénieurs de la NASA savaient pourtant que ce joint posait problème, mais la décision avait été prise de maintenir le lancement. Ce petit détail a déclenché une réaction en chaîne incontrôlable jusqu'à provoquer l'une des pires catastrophes de l'histoire spatiale. Pourquoi je te raconte ça? Eh bien parce que cette histoire illustre un principe universel. Parfois ce n'est pas une montagne d'erreurs qui fait tout basculer, mais un détail que l'on choisit d'ignorer. Et dans le monde du fitness, un youtubeur que tu connais probablement, Jeff Nippard, est aujourd'hui dans une situation qui ressemble étrangement à celle-là. Jeff, c'est l'une des plus grosses références de l'evidence-based training. Plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube, des années de vulgarisation scientifique et l'image d'un influenceur sérieux et rigoureux. Mais récemment, il a publié 2 vidéos sur un sujet brûlant, les limites naturelles de la prise de masse musculaire. Dans ces vidéos, il a utilisé des données scientifiques pour défendre 2 jeunes influenceurs accusés d'être dopés. Julian Fitzgerald, un Américain de 18 ans avec seulement 4 ans d'entraînement et qui pour beaucoup a un physique qui dépasse déjà ce que l'on croit possible naturellement, et Hussein Farhat, un Libanais de 23 ans passé en 18 mois à peine d'un gabarit banal à une musculature impressionnante. Donc 2 représentants de la génération Z, suivis par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et soupçonnés d'être des fake natties. Dans sa première vidéo, Jeff commence par leur faire passer un test sanguin. Résultat, leur testostérone est dans les normes. Alors certes, ça ne prouve rien car un chargé ou un ex-chargé peut avoir des taux de testostérone tout à fait normaux, mais Jeff met en avant cette donnée pour dire en substance que rien n'indique que Hussein et Julian soient chargés. Puis dans une deuxième vidéo, Jeff appuie encore plus fort sur la pédale scientifique en introduisant le fameux FFMI pour Fat Free Mass Index, un indicateur censé distinguer les pratiquants dopés des pratiquants naturels. Et c'est précisément ici que son raisonnement va sérieusement déraper, car il va s'appuyer sur l'étude de référence pour démontrer que Julian et Hussein pourraient bel et bien être naturels. Sauf que son interprétation de cette étude et surtout son usage des données pose de sérieux problèmes. Et c'est ce que l'on va décortiquer ensemble maintenant. Publiée en 1995, l'étude de Coury et ses collègues est devenue une référence mondiale, citée des milliers de fois dans les débats sur la musculation naturelle. Le protocole de cette étude était simple mais smart. Les chercheurs ont rassemblé 2 groupes, 83 pratiquants dopés et 74 pratiquants naturels confirmés comme tels. Puis ils ont calculé pour chacun d'eux un indice, le FFMI pour Fat Free Mass Index, une sorte d'IMC sans masse grasse. Résultat, les 2 groupes n'occupent pas du tout la même zone. Les dopés, sans surprise, ont un FFMI qui monte beaucoup plus haut, tandis que les non-dopés, eux, plafonnent autour d'une limite claire. Aucun naturel n'a dépassé 25 de FFMI, alors que près de la moitié des dopés sont largement au-dessus de ce seuil. Et c'est précisément ce seuil de 25 qui a marqué les esprits. En dessous, le physique est atteignable naturellement. Au-dessus, il y a de très fortes suspicions de dopage. Mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ensuite confronté leurs résultats aux culturistes de l'époque supposément pré-stéroïdes, en l'occurrence aux vainqueurs de Mister America de 1939 à 1959, afin de vérifier si certains dépassaient déjà 25 avant l'arrivée des stéroïdes. Et effectivement, plusieurs bodybuilders de cette époque affichent des FFMI ajustés de 25,5, 26, voire plus de 27, chose que Jeff met d'ailleurs en avant dans sa vidéo. And then from 1943 to 1949, 5 other pre-steroid era bodybuilders broke through the supposed natty ceiling of a 25 FFMI. So yeah, even when you go to the best of the best, hitting a FFMI of over 25 is rare, but it's not impossible. En substance, ce qu'il insinue ici, c'est que puisqu'à l'époque où les culturistes n'avaient supposément pas accès aux stéroïdes, certains d'entre eux ont réussi à atteindre un FFMI supérieur à 25, Julian et Hussein qui ont un FFMI inférieur ou égal à 25 pourraient tout à fait être natties malgré leur physique ultra impressionnant. Ce sont peut-être tout simplement des exceptions génétiques. Alors sur le papier, l'argument paraît logique et nuancé. Mais il y a un problème, un détail que Jeff ne mentionne pas et qui change pourtant radicalement la donne. Revenons quelques secondes en arrière, précisément ici. Tu ne remarques rien? Oui, c'est bien ça, une année manque, l'année 1941. Et qui a gagné Mister America cette année-là? Eh bien c'est John Grimek, une légende du culturisme. C'est étrange car les données de l'année 1941 pour Grimek sont bel et bien disponibles dans le tableau de l'étude de Coury, donc comment se fait-il qu'elles aient disparu dans la vidéo de Jeff?
Voici l'explication la plus probable. En 1940, le FFMI de Grimek est de 24, mais en 1941, il bondit à 26,9. Autrement dit, en l'espace d'à peine un an, le FFMI de Grimek aurait augmenté de près de 3 points, ce qui équivaut à un gain de près de 10 kg de masse musculaire sèche. Autant dire un gain complètement irréaliste pour un athlète déjà au sommet de sa condition physique et supposément naturel. Deux hypothèses peuvent expliquer cette progression fulgurante. Hypothèse numéro 1, Grimek a eu recours à de la testostérone. On sait que la molécule a été isolée en 1935 puis commercialisée dès 1937. Or, Grimek évoluait dans le milieu de l'haltérophilie américaine, entouré de médecins du sport. Il n'est donc pas impossible qu'il ait eu accès à de la testostérone bien avant tout le monde. Si c'est le cas, ça veut donc dire que l'usage des stéroïdes a commencé bien plus tôt que Jeff ne l'affirme dans sa vidéo, pas dans les années 50, mais dès le début des années 40. Hypothèse numéro 2, les FFMI présentés dans le tableau de Jeff sont tout simplement faux. Pourquoi ? Eh bien parce que pour calculer le FFMI de ces culturistes historiques, les chercheurs de l'étude qu'ils citent ont dû bricoler. Ils avaient en effet besoin de 3 infos, leur taille, leur poids et leur taux de masse grasse. Or, la taille et le poids des culturistes ont été récupérés dans des magazines de l'époque où il était courant d'exagérer ces mensurations pour briller auprès du public. Quant à la masse grasse, c'est encore pire. Elle a carrément été estimée à l'œil nu. Oui, tu as bien entendu, elle a été estimée à l'œil nu par un soi-disant expert en utilisation des pinces à plis cutanés, le Dr Pope. Et c'est là que tout s'écroule. Car déjà, les mesures au pli cutané sont connues pour sous-estimer le taux de body fat de 5 à 7% par rapport à une DEXA. Alors imagine une estimation visuelle basée qui plus est sur des photos en noir et blanc de culturistes huilés et contractés. Autant dire que la marge d'erreur est énorme. Et cette erreur a une conséquence directe, car plus tu sous-estimes le body fat d'un individu, plus tu fais artificiellement gonfler son FFMI. Résultat, les 26, 27 voire 28 affichés par Jeff dans son tableau sont presque sûrement surévalués de plusieurs points par rapport à la réalité. D'ailleurs, même les auteurs de l'étude le concèdent. Ils estiment que le taux de body fat a été sous-évalué en moyenne de 3,4% par le Dr Pope, ce qui aurait ajouté artificiellement environ 0,8 points à leur FFMI. Autre exemple, Steve Reeves. Jeff cite ses mensurations et on en déduit un FFMI proche de 25. Sauf que dans l'étude citée par Jeff, Reeves est crédité d'un FFMI de seulement 23. Cela veut dire que soit les mensurations utilisées par les scientifiques sont fausses, soit que Jeff les a volontairement exagérées pour renforcer son propos. Et c'est là que réside tout le cœur du problème. Car au lieu de dire « ces données historiques sont intéressantes, mais elles sont fragiles et elles ne permettent pas de tirer des conclusions avec certitude », Jeff choisit de brandir ses FFMI comme une preuve solide que ses invités pourraient être natis malgré leur physique hors norme. Et le pire, c'est qu'il le fait en escamotant volontairement la donnée la plus dérangeante de l'étude qu'il choisit lui-même de citer, le fameux FFMI de John Grimek en 1941. Si tu ne savais pas ce que c'est qu'un biais de confirmation, en voici une démonstration parfaite. Tu pars d'une conviction, ici que Julian et Hussein pourraient être naturels malgré leur physique aberrant, et tu sélectionnes uniquement les éléments qui renforcent ta théorie tout en ignorant sciemment tout ce qui la contredit. Résultat, ton raisonnement paraît objectif et scientifique, alors qu'en réalité, tu manipules les données pour valider ce que tu penses. L'ironie, c'est que Jeff sait parfaitement combien il est difficile d'atteindre des niveaux extrêmes de développement musculaire sans dopage. Il est lui-même naturel. Lui-même s'entraîne naturellement depuis plus de 20 ans. Il mange au gramme près. Il bénéficie d'une bonne génétique avec 2 parents ex-bodybuilders. Et malgré ça, il plafonne à un FFMI ajusté de 24,4, ce qui est excellent au demeurant, mais en deçà des 25 de FFMI de Julian Fitzgerald, qui n'a pourtant que 18 ans et s'entraîne seulement depuis 4 ans. Comment peut-il aussi soutenir que Hussein ait pu gagner naturellement en 1 an et demi ce que lui et des millions de pratiquants natis ont mis une dizaine d'années à bâtir? La contradiction est flagrante. Et c'est là qu'il y a danger. Car quand quelqu'un comme Jeff, qui s'est bâti une réputation de rigueur scientifique, commence à plier la science pour la faire coller à son récit, c'est toute sa crédibilité qui vacille. Il n'avait pas besoin de ça. Il aurait tout simplement pu dire « Oui, Julian et Hussein sont impressionnants. Oui, peut-être qu'ils sont des aberrations statistiques, des exceptions génétiques, mais les données scientifiques ne nous permettent pas d'en être sûrs. » Ça aurait été honnête, nuancé et fidèle à l'image qu'il défend depuis des années. Au lieu de ça, il a préféré se piéger lui-même en transformant la science en outil de confirmation de ses propres croyances. Et c'est dommage parce que 98% du contenu que Jeff propose depuis des années est une grande qualité. Sauf qu'il suffit parfois d'un détail volontairement ignoré, comme le joint de Challenger en 1986, pour que la crédibilité d'années entières de travail s'effondre d'un seul coup.
Et comme si tout ça ne suffisait pas, l'histoire a dernièrement pris un tournant carrément kafkaïen. Car au beau milieu de la polémique, un autre youtubeur canadien est venu jeter de l'huile sur le feu. Greg Doucette. Ancien bodybuilder reconverti en influenceur Natty Not Natty, Greg s'est spécialisé dans les polémiques, les dénonciations et les titres racoleurs. Bref, le drama, c'est son business model. Et cette fois-ci, Greg a visé en plein cœur du débat. Sous une vidéo de Scott Herman Fitness, il lâche un commentaire qui a fait l'effet d'une bombe. Hussein, son protégé et l'ambassadeur de sa marque, s'est bel et bien dopé durant ses 16 premiers mois d'entraînement. Choc immédiat, parce que si c'est vrai, toute la démonstration de Jeff s'écroule. Toutes ces vidéos où il expliquait scientifiquement que le physique de Hussein était atteignable naturellement deviennent fausses et son raisonnement s'effondre. Pris de court, Jeff n'a pas le choix. Il publie un mea culpa le lendemain en s'excusant sur YouTube et sur Instagram qu'il avait eu tort d'affirmer la naturalité de Hussein. Un aveu lourd de conséquences pour quelqu'un qui fait figure d'autorité dans le feed game. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car quelques jours plus tard, coup de théâtre, Greg fait marche arrière. Il déclare que son commentaire n'était en réalité qu'un troll et qu'il aurait inventé cette histoire de dopage précoce de toutes pièces pour se moquer des accusateurs de Hussein. En gros, il avoue avoir menti sur le fait qu'il avait dit la vérité. Résultat, plus personne n'y comprend rien. Hussein, le fake Natty défendu puis dénoncé, redevient Lifetime Natty autoproclamé. Jeff a abîmé sa crédibilité en prenant trop vite position puis en rétropédalant. Et Greg, lui, s'en sort gagnant après avoir semé le chaos et écorné l'image de Jeff. Bref, une situation ubuesque qui illustre parfaitement ce qui arrive quand la science est mal utilisée. De la confusion, de la défiance et un climat délétère où plus personne ne sait qui croire. Alors que retenir de toute cette histoire? D'abord que même les études scientifiques les plus citées ne sont pas infaillibles. L'étude de Coury est devenue une référence mondiale, mais ces données historiques reposent sur des approximations fragiles. Mensuration exagérée, photos en noir et blanc, estimation visuelle du body fat par une seule et même personne, ce n'est pas rien. C'est une faiblesse majeure. Ensuite, que même les vulgarisateurs les plus rigoureux, et Jeff en fait partie, ne sont pas à l'abri de leurs propres biais. Quand on veut absolument croire à une théorie, on trouve toujours un moyen de sélectionner les données qui la confirment. C'est humain, mais c'est dangereux, parce que ça transforme la science en outil de justification au lieu de l'utiliser comme outil de remise en question. Et enfin, que se comparer à des physiques hors normes est l'une des pires erreurs que tu puisses faire. Julian, Hussein, Reeves, Grimek, qu'ils soient dopés, outliers ou victimes de données faussées, ça ne change rien pour toi. Leur corps n'est pas ton corps. Leur parcours n'est pas ton parcours. Ton rôle, c'est de progresser à ton rythme, avec tes atouts et tes limites. Et ça veut dire de suivre tes progrès objectivement, semaine après semaine, et d'ajuster ton programme d'entraînement et ton alimentation à ta réalité et à tes contraintes, pas à celles d'athlètes dont tu ne sais rien d'autre que ce qu'ils ou elles choisissent de te montrer. Alors si tu veux que je t'aide à mettre tout ça en place de manière claire et efficiente, sans fausses promesses ni comparaison toxique, c'est exactement ce que je propose dans mes suivis personnalisés. Tu peux me contacter via mon site web ou directement par mail. Et si tu veux un aperçu, dans mon e-book sur les skinny fat, je te montre justement une courbe qui illustre combien de muscles tu peux gagner vraiment naturellement et à quelle vitesse. J'en parle aussi dans cette vidéo que je te mets ici. Et toi sinon, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? D'après toi, Julian et Hussein pourraient-ils être naturels ou Jeff s'est-il laissé piéger par ses propres croyances? Dis-moi ça en commentaire et on en débat ensemble. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer les notifications. Tu peux aussi lui donner de la force en cliquant sur le bouton boost sous la vidéo. Ça va lui permettre de monter dans les recommandations sur YouTube. Sur ce, l'ami, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Et si tu es encore là, j'en profite pour te dire que je viens de publier un guide pratique hyper complet pour t'aider à perdre durablement de la graisse et gagner des muscles, en particulier si tu es skinny fat. Pour en savoir plus, clique sur le premier lien dans la description.